Vous avez choisi la FM Télévision, vous avez bien fait, madame, messieurs. Bienvenue donc face à la rédaction pour ce soir, comme dans la coutume. Ici, la rédaction de la FM Télévision vous amène dans cet univers de l'actualité sur un débat proposé avec un invité bien sûr. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir, madame, messieurs, de pouvoir vous présenter monsieur Augustin Bissimois, secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Bonsoir, monsieur Augustin Bissimois. Bonsoir, monsieur Elvis. Je profite pour saluer aussi les téléspectateurs de FM TV. Merci beaucoup. Comment se porte la santé de votre formation politique? Moi, le MDVC se porte très bien. Depuis sa création, il est en train de travailler dur sur le terrain. Ça fait pratiquement 3 ans que le parti a été créé. Et donc, nous sommes dans une phase décisive d'implantation, en même temps de préparation des élections. Et donc, de manière générale, sur le plan implantation, le parti se trouve déjà dans 21 provinces. Et sur le plan préparation des élections, le parti a eu à tenir son premier congrès ordinaire en date du 18 août l'année passée. Et ce congrès a porté le candidat Dr Justin Modekereza comme candidat président de la République. Et maintenant là, nous sommes en train d'affûter nos armes pour continuer à déposer les listes de nos candidats à la députation nationale parce qu'on a déjà déposé dans certaines circonscriptions. Merci beaucoup. Comme vous le savez, madame, messieurs, monsieur Augustin Bissimois est le secrétaire général du MDVC. Il fait face à Don Benjamin, Ruth Tinonzei et Alain Ngoma. Bonsoir. Bonsoir, Elvis. Avant toute chose, on va d'abord prendre cet élément pour, à ce qui concerne bien sûr l'agression rwandaise. Quelle voie adopter pour éviter une nouvelle guerre? Bien sûr, ce sont les propos du général de FRDC en la personne de monsieur Sylvain Ekenge. Et on se retrouve tout juste après cet élément. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, dans un communiqué diffusé ce 18 juillet 2023 par Kigali, le gouvernement rwandais s'apprête à envoyer ses troupes sur le territoire congolais. Selon les autorités rwandaises, l'incursion ainsi annoncée serait justifiée par l'imminence d'une attaque supposée des FDLR FOCA contre le Rwanda à partir du territoire congolais. Face à ce fallacieux prétexte, les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'il s'agit d'une fuite en avant destinée à préparer l'opinion et admettre et comprendre. Face à ce fallacieux prétexte, les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'il s'agit d'une fuite en avant destinée à préparer l'opinion, à admettre et comprendre la commission par les forces de défense du Rwanda d'autres crimes crapuleux et actes de violence ignobles pour pérenniser mort et désolation ainsi que l'insécurité et la terreur dans la population congolaise. En effet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à préciser que déjà actives dans plusieurs localités des territoires de Masisi, Nyiragongo et Rutshuru en République démocratique du Congo, les forces de défense du Rwanda veulent, par ce communiqué, officialiser leur présence sur le sol congolais afin de cacher et effacer de la mémoire collective tous les crimes, massacres et autres atrocités déjà commis à Kishiché, Kalake et le 16 juillet dernier à Bukombo dans le territoire de Rutshuru. À ce propos, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui condamnent avec véhémence cette duplicité et cette ruse qui sont depuis toujours la seconde nature des forces de défense du Rwanda, indiquent que, tout en étant respectueuse de tous les engagements internationaux et de l'intégrité territoriale de chaque pays. Allez, on va commencer avec Alain Ngoma. Vous avez prévu quelque chose sur votre feuille? Oui, Elvis Metsi, merci pour la parole. Je m'en vais déjà saluer notre invité. Bonsoir, monsieur Augustin. Bonsoir. Vous avez suivi comme nous le communiqué qu'a lu le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, fustigeant une manière du Rwanda de chercher à venir
une fois de plus sur nos terres congolaises. En tant que Congolais, que faites-vous de la lecture de cette déclaration de guerre du Rwanda vis-à-vis à la RDC? Bon, d'entrée de jeu, j'ai suivi les communiqués et personnellement, ça m'a fait très mal. Très mal, pourquoi? Parce que notre armée ne devrait pas rester en train de faire des communiqués comme s'il y avait quelqu'un qui pleurnichait auprès de qui que ce soit. Parce que depuis que le Rwanda a commencé ses velléités, et dans beaucoup de salons internationaux, la voix de la RDC n'est pas entendue. Et donc, nous ne devrions plus continuer à pleurnicher. Nous devrions prendre nos responsabilités en tant qu'un État, de manière à ce que nous puissions défendre l'intégrité territoriale de notre pays, parce qu'il n'est pas négociable. Et donc, lorsque le Rwanda nous dit qu'il va venir dans notre pays, est-ce que c'est pour dire qu'il n'y est pas? En fait, c'est une diversion, comme l'a dit le général. Et nous devrions, nous comme État congolais, et prendre nos responsabilités. Parce qu'en fait, l'M23 est dans notre pays et jusqu'à y occuper plusieurs territoires. Et le M23, en tout cas, opère sous la couverture du Rwanda. Beaucoup de rapports des experts des Nations Unies ont eu à prouver que le Rwanda est bel et bien en train d'appuyer le M23 et il se trouve même sur les sols congolais. Et donc, nous pensons qu'il y a un problème au niveau de l'État congolais et l'ennemi a compris. L'ennemi a compris que nous sommes tellement faibles qu'il faut arriver à faire ce qu'il veut. À l'heure actuelle, quelle position prendre par rapport à tout ce qui se passe? C'est vrai qu'hier, on parlait, vous venez d'évoquer le cas du M23, mais déjà, il y a un communiqué du Rwanda qui a fustigé le FDLR qui agresserait le Rwanda. C'est pourquoi ils doivent prendre position vis-à-vis à ces FDLR. À l'heure actuelle, quelle position prendre par rapport aux FDLR? Je pose deux questions condamnées déjà parce que hier, il y a le processus de DDRCS qui a éradiqué, qui a fait en sorte qu'il y ait mixage de toutes ces armées qui nous agressaient. Mais à ce jour, entendre parler du FDLR qui refait surface en terre congolaise en train d'agresser le Rwanda, que pouvez-vous dire par rapport à tout ça? Non, au fait, il ne faut pas que les gens soient distraits par rapport aux manœuvres du Rwanda. Le président Kagame a ses manœuvres depuis très longtemps. Et si l'on ne connaît pas très bien les problèmes de la sous-région, on va chercher des solutions là où il ne faut pas. Et donc, lorsqu'on nous parle des FDLR, il y a un élément qu'on a oublié, c'est-à-dire qu'au niveau de notre diplomatie, nous n'avons pas réussi, n'est-ce pas, à faire entendre la voix de la RDC. Et ça, c'est très dangereux. Qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça? Tenez, il se dégage que les FDLR, c'est très bien connu, que ce sont des Rwandais. Mais maintenant, à partir du moment où l'Union européenne, les Nations Unies, les conseils de sécurité des Nations Unies, tous sont convaincus que dans notre pays, il y a les FDLR, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que nous les avons reçus dans notre pays comme des réfugiés. Et là, c'était sur demande des Nations Unies. Et plus tard, on les transforme, n'est-ce pas, en combattants. Mais nous, on a reçu dans notre pays, n'est-ce pas, la globalité des réfugiés. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, nous devons être victimes d'avoir, n'est-ce pas, accepté de recevoir des réfugiés? Nous pensons que non. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je vais aussi corroborer cela parce que c'est passé à Nairobi la fois passée. Au niveau de Nairobi, notre président de la République a décroché à ce que Nairobi puisse mobiliser tous les groupes armés et que l'on puisse les démobiliser. Décidément et malheureusement pour nous, il a signé et accepté que les groupes armés étrangers puissent partir chez eux, n'est-ce pas, sans qu'ils ne décrochent, qu'il y ait dialogue avec eux dans leur pays, n'est-ce pas, d'origine. Et donc, qu'est-ce que l'on voulait faire? Le jeu était que l'on puisse démobiliser ce que nous appelons chez nous les résistants et que l'on duplique les M23 pour continuer, n'est-ce pas, à gagner le terrain. Parce que si réellement le plan était d'aider à ce que nous ayons la paix, le président de notre pays devrait décrocher dans ses assises de Nairobi à ce que les groupes armés étrangers, n'est-ce pas, qu'il y ait aussi négociation ou dialogue avec ces groupes armés dans leurs pays respectifs. Cela permettrait en réalité que si, je dis bien si, il s'agissait bien des FDLR, eh bien, ils seraient rassurés que dans leur pays, il y a un dialogue, un cadre établi pour discuter de manière à ce qu'ils rentrent dans leur pays respectif avec toute garantie possible. Alors, mais lorsque je vais en arriver, mais lorsque dans notre pays, nous signons des accords selon lesquels
on va dialoguer avec les groupes armés locaux et que l'on donne un ultimatum aux groupes armés étrangers sans qu'il n'y ait pas de garantie de dialogue avec eux, eh bien, on ne veut pas, c'est-à-dire on veut une chose et son contraire. C'est comme ça que j'ai dit que si en réalité on avait des forces diplomatiques, on aurait dû convaincre à ce qu'il y ait des dialogues, n'est-ce pas? Autant nous les faisons avec les groupes armés locaux, il faudrait aussi qu'il y ait des dialogues aussi dans des pays d'accueil. Donc, M. Gustave Sima soutient les dialogues. Non, mais écoutez, c'est là où je voulais en venir. Tenez, vous savez... vous voulez dire à l'heure actuelle que la diplomatie du chef de l'État n'a pas apporté de fruits? Bien évidemment, ça a échoué complètement. Il appuie le processus de dialogue. Tenez, écoutez... Il faut dialoguer avec qui? Avec nos agresseurs? Ou il faut prendre une position de force pour éradiquer? Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Okay. Je suis en train de vous présenter, parce qu'en fait, la question de l'Est, c'est une question multidimensionnelle. Et si on essaie un peu de la lire, n'est-ce pas, avec une seule face, on va se tromper de chemin. Donc, je parle très bien de comment ça a commencé au niveau de Nairobi, là où notre diplomatie avait raté, n'est-ce pas, l'atterrissage. Et par rapport à ça, vous avez suivi le président Tshisekedi qui vous dit qu'il ne va pas dialoguer et qu'il ne va pas non plus se battre. Alors, pourtant, en tant que spécialiste en matière sécuritaire, je dois vous dire que pour mettre fin à la guerre, il y a deux options, soit l'une. Mais lorsque vous n'envisagez pas une de ces options, eh bien, il faut trouver la troisième option. C'est comme ça d'ailleurs que dans notre... Ce sont lesquelles ces trois options? C'est ce que j'ai dit. Nous sommes en train de nous interroger sur la troisième option qui est sur la table du président. Vous avez parlé de trois options. Ce sont lesquelles? Non, je disais qu'il y a toujours deux options. Et lorsqu'on aligne une troisième, sincèrement, on la cherche. On ne l'a pas encore trouvée. On ne sait pas quel est le sens qu'on donne à la troisième option. Parce qu'il y a seulement deux options pour mettre fin à la guerre. La soit première le option, dialogue, ou soit les armes. Et c'est comme ça qu'on a toujours dit qu'une diplomatie sans armes, n'est-ce pas, c'est une musique sans instrument. Là, nous le disons en diplomatie politique. Et donc, mais nous avons mis en marche une diplomatie, en tout cas vide de substance, en ce sens que nous sommes en train de discuter, mais entre-temps, nous acceptons le cessez-le-feu. Qu'est-ce que cela signifie? Quand vous dites cessez-le-feu, vous empêchez votre armée à se battre. Mais pendant ce temps, l'ennemi est en train de conquérir le terrain et nous sommes en train d'accepter cessez-le-feu. En attendant que Alain Ngoma finisse avec vous. Juste ma dernière question. À l'heure actuelle, le MDVC au pouvoir, quelle serait la position du MDVC au pouvoir par rapport à cette agression rwandaise? Non mais tenez, vous savez, le problème de l'agression rwandaise, il ne faut même pas parler seulement du Rwanda. Il faut plutôt généraliser comment un État développe sa capacité de défense. La première des choses, nous avons d'ailleurs dans notre vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Nous avons 5 piliers, parmi lesquels les réformes des politiques publiques de l'État. Le deuxième pilier, il s'agit là de la répartition, n'est-ce pas, des richesses nationales, distribution des richesses nationales. Troisième, il s'agit de renouvellement de la classe politique. Le quatrième, là où je voudrais, n'est-ce pas, revenir, il s'agit de la restauration intelligente de l'autorité de l'État. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'au niveau du MDVC, nous avons le pouvoir, nous devons arriver à doter à notre pays d'une armée républicaine et dissuasive. Qu'est-ce que j'appelle armée républicaine? Bien évidemment, à l'issue du diagnostic qu'on a pu à organiser dans notre pays, il se dégage que notre armée a été infiltrée depuis des années. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut très vite, la toute première année, le premier trimestre que nous avons le pouvoir, nous procédons par désinfiltrer notre armée et nos services de sécurité. Le premier trimestre, de manière à doter à notre pays une armée républicaine. Par deuxième axe, armée dissuasive, nous devons doter des équipements adéquats à notre armée. Parce que en matière de guerre, il y a ce qu'on appelle la politique de dissuasion. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsque Elvis achète une arme, parce que le fournisseur est connu, il est le seul, il achète une arme. Lorsque je vais aussi en acheter une autre, je suis au courant de quel type d'arme il a acheté. Si je me rends compte qu'il a acheté 3 fois des armes beaucoup plus supérieures aux armes que j'ai achetées, directement, ça constitue une politique dissuasive dans son pays. Parce qu'il ne va plus oser
dès lors qu'il a une idée sur la capacité d'équipement que j'ai dans mon pays. Mais à quoi on a assisté? Notre pays a eu un président de la République qui a fait 37 ans à l'opposition, mais qui, le premier trimestre, d'ailleurs le premier mois, il débloque 450 millions de dollars investis dans un projet bidon qu'on appelle 100 jours. S'il vous plaît. Où on connaît les problèmes, où on ne les connaît pas. Voilà le premier problème. Et donc, la solution, c'est quoi? On n'en a pas deux. Dès lors que le Rwanda est déterminé dans sa politique, et sa politique, c'est laquelle? Il s'agit là de la politique d'hégémonie, n'est-ce pas, expansionniste. Il ne faut pas que les gens se trompent de chemin. Le Rwanda est dans ça depuis très longtemps. Si vous lisez ce qu'on appelle 3 siècles de Bashi, vous allez comprendre comment, depuis très longtemps, le Rwanda voulait à tout prix prendre certains territoires, parce qu'au fait, pour le Rwanda, la conférence de Berlin a faussé l'histoire. Et le Rwanda enseigne les enfants de la maternelle. Ils ont 2 cartes géographiques. La première, c'est la carte actuelle, où le Rwanda, dans sa configuration actuelle. La deuxième carte, c'est une carte qui essaie un peu d'étendre les frontières du Rwanda jusque dans certaines provinces de notre pays. Et donc, pour le Rwanda, qu'il pleuve plutôt ou qu'il neige, un jour ou l'autre, ils pourront récupérer ces territoires. Et c'est ça le combat du Rwanda. Malheureusement, il y est accompagné par de grandes puissances. Et donc, c'est comme ça que j'ai dit que notre diplomatie, jusque-là, n'a pas été éloquente jusqu'à faire valoir la voix de la RDC. Malheureusement, nous n'avons pas aussi convaincu, parce que dès lors que nous pleurnichons, nous disons que le Rwanda nous agresse. Pendant ce temps, nous sommes en coopération économique avec le Rwanda, parce qu'aucune frontière n'est fermée. Vous avez dit que le Rwanda est accompagné par de grandes puissances. Si vous étiez au pouvoir, vous pensez que vous aurez la facilité de vous débarrasser de ces grandes puissances qui accompagnent le Rwanda? Non, mais écoutez, le problème c'est quoi? Les grandes puissances, ils utilisent des voies illicites. Quel est leur besoin? Quel est leur besoin, c'est quoi? Comment atteindre nos minéraux? Rien que ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la politique de la géostratégie. Cette politique est fondée sur l'option sécuritaire et l'option économique. Et donc, à travers les économies de pays faibles, vous pouvez construire vos économies. Et donc, c'est comme ça que j'ai dit. Si nous avons une défense nationale digne de soi, à partir du moment où on a une défense comme telle, aucun État ne pourra oser, aucun groupe armé ne pourra trouver l'ouverture, parce qu'on a une armée bien assise. Mais dès lors qu'il y a un problème, tenez, vous êtes au pouvoir, vous achetez des jeeps aux députés, pendant ce temps, vous avez, n'est-ce pas, décrété un état de siège. On va en arriver là, M. Augustin Bissima. Je vais finir. On va en arriver, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je crois que nous allons prendre maintenant, il s'agit notamment... Ou si vous ne voulez pas qu'on en parle, peut-être, ça dépend de... Vous avez tout parlé, de la ligne éditoriale aussi, de la chaîne. Si vous ne voulez pas qu'on en parle, je ne sais pas. Vous voulez parler de quoi exactement? Je disais que lorsqu'on donne des jeeps aux députés, à un prix de 25 000 $ par jeep, pendant ce temps, vous décrétez l'état de siège, vous demandez aux militaires, il n'y a pas d'argent, serrez vos ceintures, makila pona ikolo. Mais ces militaires vous suivent. Ils suivent les pas et gestes que vous faites. Quand vous pensez qu'il n'y a pas d'argent, mais vous mettez tout ça pour corrompre les députés nationaux, à stabiliser la majorité, eh bien les militaires vous suivent. C'est comme ça que l'état de siège dans notre pays n'arrive pas, parce que sous d'autres cieux, eh bien, l'état de siège ne peut jamais prendre plus d'une année. Mais vous avez tendance à trop critiquer l'État. Pourquoi ne pas aussi laisser le temps au temps? Peut-être, puisque vous l'avez dit, il n'a pas fait même pas 10 ans au pouvoir, en lieu et place peut-être de ceux qui ont déjà dirigé le pays. Pourquoi ne pas lui laisser aussi cette chance? Bon, ça dépend, parce que vous êtes journaliste. Malheureusement, dans notre pays, on n'a plus de journalistes investigateurs qui prennent le courage, avec les micro-baladeurs, et poser la question à la population. Si la population est satisfaite, que l'Ouganda occupe Bunagana, que le Burundi occupe, n'est-ce pas, Rutshuru, et que le Kenya occupe. Donc, les gens se sont partagés nos territoires. Vous avez fait allusion à une délimitation temporelle. Quand vous parlez des 37 ans, mais il n'était pas aux affaires. Il a occupé la RDC. Il n'est pas encore justement... Non, j'ai répondu à la question. La question était de savoir si le MDVC est au pouvoir. Qu'est-ce que le MDVC fait? Et moi, j'ai dit, le MDVC n'a que 3 ans à l'opposition. Mais une fois au pouvoir en 2023... Le président Félix Tshisekedi n'a fait que 4 ans jusque-là. Mais, mon cher ami, lisez la Constitution, le président de la République est élu
pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est-à-dire qu'il n'a qu'un mandat de 5 ans. Les législateurs congolais avaient estimé que le mandat ne serait pas de 10 ans. Si les amis de l'IDPS estiment que le mandat est de 10 ans, vous ne voulez pas qu'on en parle. S'il vous plaît, on a d'autres choses à parler aussi. Merci beaucoup, M. Augustin Bissimois. À présent, Madame, Messieurs, il s'agit aussi d'une actualité, d'un point chaud de l'actualité qui essentiellement concerne l'assassinat de Chéribin Okende, ancien ministre, comme on l'a dit, ministre honoraire de transport, mais aussi député national. Mais d'abord, on va prendre cet élément et ensuite, on se retrouve tout juste après. Face à la presse, le procureur général près de la Cour de cassation a rassuré l'opinion sur la procédure à suivre et par la justice et pour faire les enquêtes sur le meurtre de Chéribin Okende. Que ces résultats consolidés pourront être sur la table et ne plus être discutés. La justice congolaise va également recourir à l'expertise extérieure, à marteler Firmin Vondé. Je peux vous confirmer aujourd'hui que je suis en contact avec ceux qui doivent venir de la Belgique. Je suis déjà en contact avec ceux de la MONUSCO, donc la communauté internationale. Et en principe, il y a aussi ceux de l'Afrique du Sud et de la France qui sont attendus. À l'issue des enquêtes, les résultats seront consolidés avant. Donc Benjamin, tu as prévu quelques questions à M. Augustin Bissimois. Qu'est-ce qui est sur votre feuille? Encore une fois, bonjour M. Augustin. Bonjour Benjamin. Oui, exactement. Les accusations fusent de partout sur le dossier de meurtre de député national Chéribin Okende. En tant que politique, quel est votre commentaire? Bon, de prime abord, nous avons été tous consternés par cet assassinat que nous appelons en tout cas de honteux, de crapuleux même, parce que à la veille des élections, lorsque on commence à tuer ou à nous tuer comme ça, nous, l'opposition, c'est vraiment horrible, mais nous n'avons pas de commentaires supplémentaires à faire à partir du moment où les enquêtes sont en train de suivre, n'est-ce pas, leur cours normal, et nous attendons les conclusions des enquêtes parce que nous les voulons indépendantes et sérieuses. C'est pas comme dans notre pays l'habitude est que quelqu'un est décédé, on va commencer les enquêtes qui ne vont pas aboutir. Cette fois-ci, nous sollicitons, nous souhaitons et nous recommandons que ces enquêtes puissent aboutir. Et parce que, bon, personnellement, je suis légaliste, je suis tout de même un des hommes d'État. Je ne peux pas commenter, n'est-ce pas, les enquêtes qui sont encore en cours dès lors qu'on n'a pas encore de résultats. Nous devons attendre, mais cependant, nous restons en tout cas à l'attente de l'aboutissement heureux de ces enquêtes pour que, n'est-ce pas, les auteurs et même les co-auteurs puissent être sanctionnés, n'est-ce pas, selon les lois de la République. C'est tout ce qu'on peut dire par rapport à ça, mais c'est horrible, franchement, qu'on n'a plus... Parce que même quand nous sommes ici, quand je suis arrivé, je me posais des questions. Est-ce que je vais arriver? Dieu merci, je suis arrivé. Maintenant, là, je me pose la question, est-ce que je vais rentrer? Je pense que, bon, parce que le pays, sincèrement, ça va très mal. Et vous avez vu la fois passée même, des militaires qui se tirent dessus. Vous vous rendez compte que vous sentez sincèrement qu'il y a absence de l'autorité de l'État. Il y a absence cliente de l'autorité de l'État et c'est très dangereux quand on arrive à enlever, n'est-ce pas, un député national de surcroît, un ministre honoraire, pendant la journée, s'il vous plaît, et que l'on puisse l'abattre comme ça, eh bien, nous avons peur, nous craignons pour nous, pour les petits citoyens qui n'ont aucune mesure de sécurité. Donc, nous attendons les conclusions des enquêtes pour pouvoir commenter par rapport à ça. Exactement, lorsque vous parlez de cet enlèvement, d'après vous, croyez-vous qu'un personnage aussi influent qu'un député national, Chéribin Okende, qu'il soit enlevé en plein jour et dans un milieu aussi fréquenté que la haute cour, la cour constitutionnelle en pleine journée, mais qu'il n'y ait pas d'image, qu'il n'y ait pas des éléments visuels qui montrent qu'il a été enlevé près de la Cour constitutionnelle ou dans la concession de la Cour constitutionnelle. Benjamin, nous disons la même chose, mais en des termes différents. Tout ce que vous êtes en train de peindre là-bas, c'est l'absence criante de l'autorité de l'État. Comment on peut comprendre qu'on puisse enlever une autorité, même pas une autorité, mais ne fût-ce qu'un petit citoyen,
Parce qu'en réalité, sous d'autres cieux, là où il y a des mesures sécuritaires, parce qu'au fait, il y a ce qu'on appelle gérer, c'est prévoir. Là, je cite le professeur Peter Drucker, qui a dit que gérer, c'est prévoir et veiller à ce que tout fonctionne le mieux. C'est-à-dire que dans d'autres États, là où la sécurité est prise en compte, en réalité, à tout moment qu'un citoyen atteint des milieux comme cela, eh bien, il y a des caméras de surveillance partout, il y a de la sécurité, il y a les renseignements, et donc partout, on sait que il y a un État qui fonctionne, il y a tout un appareil sécuritaire qui fonctionne pour arriver, n'est-ce pas, à empêcher tout ça. Et donc, il y a même des lieux où on enlève quelqu'un, et du coup, il y a des sonnettes d'alarme qui commencent déjà à sonner, mais parce que chez nous, sincèrement, il y a un problème. Les États, en fait, l'État, chez nous, nécessite refondation, et c'est d'ailleurs ça le diagnostic qu'a fait l'MDVC en tombant sur cette vision salvatrice pour la République, et par ricochet pour Benjamin. Et en cela, nous pouvons dire qu'il y a eu anguille sous roche. Nous continuons à dire, n'est-ce pas, la même chose. Parce que c'est ça. Personne ne les comprendra. Personne ne pourra comprendre que l'on puisse enlever une autorité comme Chériban et qu'on nous dise après qu'il a été enlevé et même abattu. C'est ça ce que nous disons, qu'il y a absence criante de l'autorité de l'État. Donc, je comprends votre souci comme journaliste, c'est de pouvoir m'amener à commenter. Mais je me sens, n'est-ce pas, dans une mauvaise posture de commenter un dossier qui est déjà sous enquête. Peut-être que vous avez peur d'être enlevé, vous aussi. Bon, au fait, c'est une inquiétude, comme je vous l'ai dit. Franchement, il y a psychose actuellement. Il y a psychose de manière à ce que personne ne sait s'il va rentrer lorsqu'il quitte chez lui. Personne ne le sait. Et donc, si je vous dis comment on a pris avec ma famille avant d'arriver ici, parce qu'on ne sait pas finalement... Une dernière question à poser. Une dernière question, juste pour dire, en entendant le procureur près la Cour de cassation, de par les résultats des premières enquêtes, nous pouvons dire que le camp de Katumbi, entre guillemets, ou le proche de M. Chéribin Okende, ils sont pour quelque chose. Bon, je ne vous ai pas forcé de le dire, mais nous attendons les enquêtes pour que nous puissions savoir sincèrement qui est coupable et qui ne l'est pas. Mais ce que vous avez dit, vous êtes aussi intelligent, vous avez la capacité aussi d'analyser les faits, et je suis convaincu que vous avez analysé jusqu'à penser dans ce sens-là. Mais ce que moi je déplore, c'est lorsque le procureur arrive à dire que l'arme qui a mis fin à la vie de Chériban était bel et bien l'arme de son garde de corps. Et là, je me suis dit, mais écoutez, les enquêtes sont en train d'être faites. L'autopsie n'a pas été faite jusque-là. Il a dit en même temps qu'il attend des experts qui vont venir et que l'autopsie serait faite en collégialité pour éviter, n'est-ce pas, qu'il y ait des contradictions. Mais du coup, il se permet, lui, de dire que l'arme qui a tué Chériban était bel et bien l'arme de son garde du corps. Comment il l'a su avant l'autopsie? Il semblerait qu'il s'est référé plutôt aux enquêtes ou peut-être les résultats de la police scientifique. Qui a fait l'autopsie? Qui a donné son verdict. Bah oui, sa version des faits. Je suis d'accord avec vous, Benjamin. Rassurez-vous, est-ce que la police scientifique a fait l'autopsie? Parce que quoi que scientifique, tant qu'on n'a pas fait l'autopsie pour voir la balle, n'est-ce pas, qui a pénétré le corps, il s'agissait là de quelle balle, cette balle venait de quelle arme, la police scientifique, sans autopsie, ne peut pas donner ces résultats. En quelque sorte, M. Augustin affirme que la balle qui a tué Chéribin provient de son garde du corps. Non, mais le procureur l'a dit. Le procureur l'a dit à notre grand étonnement. Votre point de vue, vous affirmez que la balle provient du camp de Chéribin Okende. Non, mais je crois que vous n'avez pas... C'est ce que Benjamin veut savoir, n'est-ce pas? Vous n'avez pas bien compris. Non, comment affirmerais-je aussi longtemps que je refuse de commenter ces faits alors que les enquêtes sont en cours? Je déplore le fait que certaines autorités, n'est-ce pas, se soient permises, n'est-ce pas, de pouvoir donner, n'est-ce pas, des résultats qui sembleraient biaisés. Comme qui dirait qu'on cherche à flouer les enquêtes. Mais sinon, on ne vous force pas d'affirmer. Hein. C'est plutôt l'opinion publique qui pense. Et c'est la même manière que Benjamin a voulu poser sa question. Et c'est ça ou c'est pas ça? Non, non, je crois qu'il ne faut pas dérouter l'opinion. Vous savez, les téléspectateurs, cette émission,
là où nous sommes assis en face de 4 grands journalistes, notamment. Moi je considère que c'est une émission pédagogique. Et en tant que telle, les téléspectateurs qui nous suivent, il ne faut pas qu'on les déroute. Je disais ceci, le procureur a dit que l'arme qui a tué Chériba serait bel et bien l'arme de son garde du corps. Et Augustin Bissimois, secrétaire général du MDVC, dit avoir été étonné que cette déclaration soit faite avant les enquêtes parce qu'il n'y a pas eu jusque-là autopsie. Seule l'autopsie peut déterminer le type d'arme qui a été d'usage. Mais tant que l'autopsie n'a pas été faite, ces propos du procureur, en tout cas, méritent retrait. Là, ça m'engage parce que je suis un spécialiste de la sécurité. Ça m'engage que vous remercie beaucoup pour ces propos. Et à présent, madame, messieurs, affaire, notamment kidnapping, un pari gagné pour la police. On va tout justement prendre un élément et puis on va s'y retrouver juste après, bien sûr. Il s'agit des jeunes gens qui s'organisent en bande, qui s'attaquent d'abord entre gangs, mais aussi s'attaquent à des paisibles citoyens qui vaquent à leurs occupations. Ce phénomène, nous l'avons trouvé, ça date de longtemps. Lorsque j'ai été nommé, une mission m'a été conférée, celle de lutter contre l'insécurité et restaurer l'autorité de l'État. C'est comme ça que toutes mes actions sont focalisées sur cet objectif. J'ai pensé qu'il fallait changer de méthode. Il fallait d'abord motiver la police qui, à un moment donné, s'est montrée impuissante face à ces phénomènes. Il fallait donner de l'impulsion, moi en tant que responsable numéro 1 du secteur de la sécurité dans notre pays. J'ai noué une relation de proximité avec les dirigeants de la police. Il faut les écouter, écouter leurs problèmes pour essayer d'apporter des solutions. Et c'est sur base de cette confiance que nous sommes en train d'évoluer et les résultats sont visibles et palpables. Ces phénomènes, bien sûr, qui gangrènent et empêchent la libre circulation des citoyens, on en parle avec Ruth Tinonzei, affaire kidnapping. Merci beaucoup Elvis Meti, monsieur le secrétaire général du MDVC, bonsoir. Bonsoir madame. Nous vivons en République démocratique du Congo et vous le savez que le pays fait face à une insécurité grandissante, particulièrement à Kinshasa où les phénomènes de kidnapping refait peau neuve. Quelle est votre appréhension par rapport à cette insécurité? Bon, de prime abord, il faut revenir à ce que j'avais dit tantôt quand je disais qu'il s'agit là de l'absence criante de l'autorité de l'État. Vous avez suivi le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre. Il dit que la police nationale congolaise a été impuissante à mettre fin à cette insécurité. Et donc c'est comme pour rencontrer, n'est-ce pas, la position du président de la République qui pense qu'on ne peut plus faire confiance à la justice congolaise. Et quand le patron de la police aussi vous dit que la police est impuissante, vous vous rendez compte? Et vous voulez que moi, Augustin Bissimois, petit-fils d'Adam, je dise quoi? Qu'est-ce que moi je vais dire? Je vais dire sincèrement. Les Congolais, mais la police a fourni beaucoup d'efforts avec l'arrestation de ces inciviques. Vous savez que ce n'est pas la moindre des choses. Arrêter des civiques, des criminels, ce n'est pas facile, vous le savez. Je salue ces propos qui contredisent ceux du Premier ministre, du vice-premier ministre. Parce qu'au moins vous vous sentez que la police fait des efforts. Mais lui vous dit, acteur politique de l'opposition, vous reconnaissez aussi le sacrifice consenti par la police. Madame, je vais rentrer à l'article 5 de la Constitution qui dispose que le peuple est souverain. Nous avons donné confiance à ceux qui nous dirigent. Celui qui nous dirige dans ce secteur, c'est Peter Kazadi. À lui, au nom de ce qu'on appelle redevabilité, il nous fait rapport. Il nous dit, chers compatriotes, la police est impuissante. C'est lui qui l'a dit. Mais lorsqu'il me donne rapport comme patron, parce que moi je suis patron en tant que peuple, en tant que citoyen. Et ceux qui nous dirigent aujourd'hui sont à notre service. C'est ça un État que veut le président Justin. Un État où les dirigeants sont au service et que le peuple est patron, ce que nous appelons peuple Mukonzi. Ça signifie que le patron
qui nous dirige dans ce secteur, lui, il arrive, il n'y a pas, je crois, une année, il arrive au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en remplacement, n'est-ce pas, de son camarade Daniel Asselo, et Daniel Asselo qui a remplacé l'autre camarade Gilbert Kankonde. Il trouve que la police est incapable. Et il nous donne ses rapports. Qu'est-ce que nous en faisons comme patron? Nous prenons acte. Et donc, pour revenir à votre question, madame, il y a une absence criante de l'autorité de l'État. C'est pour dire qu'on va très mal. Regardez, même lorsqu'on a arrêté ces criminels, mais nombreux ont avoué qu'il s'agit là, n'est-ce pas, de business, de vente des organes. Mais maintenant, est-ce que jusque-là, on a mis la main sur les commanditaires? C'est là que je vous dis que la justice ne nous aide pas, comme l'a dit le président à ce niveau-là. Excellence, je salue et je partage vos propos. La justice congolaise est par terre. Autant vous avez décrié l'enseignement, monsieur le président, autant vous décriez également que la justice est par terre, autant vous avez dit aussi que l'armée n'existe pas. Et donc, je constate avec le président de la République qu'il y a un mal profond. Et donc, par rapport à ça, les criminels qui ont déclaré qu'ils sont dans la vente d'organes, mais vous ne trouvez pas les enquêtes qui vont au-delà, parce qu'à ce que nous appelons en droit la pensée pensante. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà, il ne faut pas vous limiter à arrêter les criminels. Ils ont déclaré, il y a eu vente, nous sommes dans la vente d'organes. Ok, vous vendez à qui? Ces enquêtes n'ont pas produit. Qui vous envoie? Ces enquêtes n'ont pas produit. Et donc c'est pour vous dire que jusque-là, on a fait semblant de feindre comme si, excusez-moi pour la tautologie là, on a faim de montrer à la population qu'on a arrêté les criminels. Ils ont été condamnés. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Mais j'aurais voulu, dans un État refondé que veut le MDVC, il ne fallait pas se limiter à ce niveau, il faut chercher, n'est-ce pas, parce qu'on a trouvé jusque-là les auteurs. Et nous aurions voulu qu'on cherche également les commanditaires. Mais on s'est limité à ce niveau-là et c'est dangereux pour la République. C'est que lorsque la sécurité ne peut plus vous donner la sécurité, c'est que les services de sécurité regorgent déjà des criminels. Mais il y a le gouvernement qui a rejeté cette option avec le vice-ministre de la Santé, qui a réfuté la faisabilité scientifique du trafic d'organes en République démocratique du Congo. Maintenant, pourquoi vous condamnez les gens qui vous ont dit qu'ils sont dans ça? Vous les condamnez parce qu'ils ont avoué être dans ça. Mais vous, c'est encore vous qui défendez qu'ils ont menti. Nous sommes dans quoi? Nous sommes dans quoi? Vous arrêtez un criminel. Il vous dit, voici comment j'opère. Il vous dit, voici ce que j'ai fait. Mais c'est vous-même, gouvernement, qui prenez le micro pour dire, ces criminels ont menti. Nous sommes dans quoi? Nous sommes dans quel état? Et donc, je pense qu'il y a un problème criant d'absence d'autorité de l'État. Il s'agit là d'un problème d'homme, comme le dit l'MDVC. Et nous pensons que si nous voulons que les choses changent, il faut franchement, j'aurais voulu prochainement peut-être qu'on discute profondément si les pensées pensantes du MDVC par rapport à ce que l'État soit refondé. Et donc, madame, par rapport à votre question, c'est vraiment c'est écœurant de constater qu'un État ne soit pas capable de dénicher, n'est-ce pas, les commanditaires, mais qui se limite à les défendre. C'est dangereux pour la République. Ça signifie que ces gens, là où ils sont avec leurs millions, ils ont fait un grand travail. Ils ont fait un grand travail, ils ont acheté des cadenas, et ces cadenas ont bien fait un travail jusqu'à cadenasser le bouche de ceux qui sont censés nous sécuriser. Et le peuple, par rapport à ça, le peuple en tout cas est tellement exposé à partir du moment où il n'y a personne pour les défendre. Monsieur Augustin Bissimois, à la place de Peter Kazadi comme ministre de l'Intérieur, la condamnation de ces criminels ne suffit pas pour que la sécurité revienne à Kinshasa. Non, la condamnation, c'est un fait de la justice. Le rendu ne suffit pas. Non, ça fait partie de la politique de dissuasion. Parce que dès lors qu'on a condamné... Pas de répression. C'est ça, évidemment, ça fait partie des répressions et des dissuasions. Parce que dès lors qu'on a condamné ceux qui sont en prison, ça signifie que ce qu'on appelle fil, n'est-ce pas, les collaborateurs sont en train maintenant de se recoquiller. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans leur retranchement parce qu'ils se disent c'est dangereux pour nous aussi, faisons attention.
Donc nous ne décourageons pas, nous ne minimisons pas ces efforts, nous disons c'était une très bonne chose, c'est le premier pas, mais il fallait passer, n'est-ce pas, à une deuxième vitesse jusqu'à trouver les commanditaires. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé les commanditaires, eh ben, il va être difficile de mettre fin à ce phénomène. Parce que les commanditaires, lui, il va toujours continuer à attendre le bon moment pour, encore une fois, n'est-ce pas, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'a pas commencé le recrutement des autres criminels? Parce que lui a besoin, n'est-ce pas, excusez-moi, que les affaires marchent. Maintenant, dès lors qu'on a arrêté ceux-là avec qui il collaborait et que lui n'est pas inquiété, il a des possibilités de pouvoir recruter d'autres. C'est comme ça que nous disons qu'il faut aller jusqu'au bout de l'action, et aller au bout de l'action, c'est de dénicher également les commanditaires pour qu'ils soient, n'est-ce pas, mis en déroute. C'est ça un peu par rapport à cette question. Mais moi, je voudrais savoir, entre la refondation de l'État et le problème d'hommes, quelle est votre démarche première, vous, en tant que politique? Non, mais ça va de pair. C'est pas un paradoxe? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que l'État, quand on le refonde, on va se fier aux éléments constitutifs de l'État. Parmi ces éléments, il y a les territoires, il y a la population, il y a également les gouvernements. En se focalisant sur le territoire et les gouvernements, vous mettez de côté le problème d'hommes? Ah oui, c'est ce que j'ai dit, parce que quand on parle de la population, c'est comme qui dirait avec le fayolisme en management, on vous dit organiser, n'est-ce pas, signifie mettre en place les moyens humains et les moyens matériels. Mais il faut commencer par les moyens humains. Pourquoi? Parce que même en économie, on vous parle de capital, de capital humain. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle... Restons dans le sujet. Monsieur Augustin Bissima a priorisé le problème d'hommes. Est-ce que ce n'est pas le problème de l'État qu'il dit? C'est un problème de refondation de l'État, mais c'est un problème d'hommes. Non, l'État, quand on parle de l'État, il ne faut pas parler de l'État et isoler les éléments qui les constituent. Je pense que... Et dans la population, la population est constituée des hommes. Parce que ce sont ces hommes-là qui occupent le territoire. Ce sont ces hommes-là qui forment le gouvernement. Et donc, si l'homme n'est pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, au niveau du gouvernement, vous aurez des criminels économiques, vous aurez des criminels, tout ce que vous voulez là. Et donc, il faut avoir les hommes qu'il faut. C'est comme ça que nous disons, il importe qu'on puisse travailler sur l'homme, ce qu'on appelle capital humain en matière économique. Parce que si le capital humain, comme facteur de développement, est par terre, vous allez même au niveau de la gestion des entreprises, on vous parle de ressources humaines, ressources matérielles et les ressources financières. Mais les deux dernières ressources sont gérées par les ressources humaines. Si les hommes ne sont pas à leur place, il y aura détournement. Regardez un peu le beau matériel que j'ai trouvé dans ces studios de FM TV. Mais écoutez, si vous n'étiez pas des hommes qu'il faut, mais en un clin d'œil, vous allez détruire tout. Vous allez abîmer. C'est comme ça qu'il faut l'homme, qu'il faut la place qu'il faut. Et tant que le patron de FM TV, s'il fait un mauvais recrutement, à la minute, il y a des jeunes gens qui volent tout ce que je vois ici des bons. Pourtant, ça coûte des millions. C'est comme ça qu'on vous dit qu'à la présidence, il y a des projets du gouvernement, mais on vous dit que les fonds sont détournés par les conseillers de la présidence. Tout ça, c'est un problème au fait d'hommes. C'est comme ça que nous disons par rapport à la question de madame, qu'au niveau de la justice, comme au niveau de la sécurité, il nous faut des hommes, qu'il ne faut pas des hommes qui pleurnichent. Merci beaucoup, M. Augustin. Une dernière question par rapport à ce volet de sécurité dans la ville de Kinshasa. Monsieur le secrétaire général du MDVC, vous avez vanté le programme d'action de votre parti qui parle de la refondation de l'État. Concrètement, par rapport aux actions prioritaires à prendre pour restaurer la sécurité, que pense le MDVC? Bon, prenez encore une fois les micro-baladeurs. Posez la question aux policiers, en secret. La dernière fois qu'on lui a donné la tenue et les bottines, c'est quand? Posez la question. Vous n'observez pas quand les policiers portent des tenues neuves? Madame, je vous dis, posez la question. À Kinshasa, nous les voyons avec des tenues neuves. Et des chaussures neuves. Bon, je vous le concède parce que je suis votre invité. Je ne peux pas contredire une grande journaliste comme vous, mais il revient, la population nous suit. C'est elle qui saura réellement si la police est dans les bonnes conditions. Mais moi, sincèrement, les policiers que je vois ne sont pas dans les bonnes conditions qui permettent à ce qu'ils puissent nous rendre des services de qualité. C'est ça ma position. Et si nous étions au pouvoir, nous, on ne pouvait pas amener 450 millions
dans les programmes 100 jours, alors que nous connaissons qu'il y a des problèmes sérieux de la sécurité. Parce que, Madame, tenez, vous ne développez pas le pays tant que la sécurité est par terre. Pourquoi? Parce que le développement d'un État dépend de sa capacité sécuritaire. Vous avez Benjamin, par exemple, qui est un investisseur étranger qui a des millions pour investir dans notre pays. Mais parce que dans notre sécurité, on nous dit que l'argent n'aime pas les bruits des bottes. Dès lors que Benjamin, qui a ses 50 millions de dollars, pensait venir investir au pays, mais il apprend qu'il y a de l'insécurité, il se dit, mais non, ce n'est pas vivable. Il reste. C'est comme ça que notre courageux volontariste président de la République a effectué beaucoup de voyages, et chaque voyage nous coûte à la République des millions de dollars pour chercher les investisseurs, mais aucun n'est venu en dehors de Jean-Claude Van Damme et de Doxy. Aucun n'est venu. Et tout ça, vous comprendrez qu'il tape sur les bonnes portes. Mais malheureusement, lorsqu'il tourne le dos, les investisseurs se réunissent. Ils prennent ce qu'on appelle cartographie sécurité de la RDC. Donc il tape sur les bonnes portes en faisant venir Jean-Claude Van Damme, c'est ce que vous voulez dire? Non, mais je disais que ce qui est vrai est que partout où il va, il tape sur des bonnes portes. En faisant venir Jean-Claude Van Damme et là, je suis... Les téléspectateurs ont besoin de cette émission. Et donc, là où il va, parce que nous l'avons vu aller partout aux États-Unis, en Russie, partout en Chine, partout où il est allé. Et pour moi, c'est des bonnes portes, parce qu'il a réuni beaucoup d'investisseurs, beaucoup. Il est parti avec toute une ribambelle de ministres sectoriels, de l'industrie, de l'agriculture, des infrastructures. Beaucoup sont partis avec lui dans ces délégations. Ils ont fait un bon débat avec ces investisseurs. Mais lorsqu'ils tournent les dos, les investisseurs se mettent ensemble, ils font la cartographie sécurité de la RDC. Parce que la première des choses, vous voulez investir, quel est l'état sécuritaire de l'entité dans laquelle vous allez investir. Et ils trouvent que tous sont au rouge. Et du coup, jusqu'aujourd'hui, 4 ans déjà, aucun n'est arrivé. Je vous dis aucun, à part Jean-Claude Van Damme, comme je vous l'ai dit. Et malheureusement, on ne sait pas qu'est-ce qu'il nous a apporté. Et Doxy, qui est arrivé avec Ngobila ici, dans le projet Kinibopeto, on s'est posé la question comment Doxy va changer la propriété de Kinshasa. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la saleté est partout. Donc c'est pour vous dire qu'en matière de sécurité, en matière de développement, vous n'allez pas développer un État qui n'est pas sécurisé. Tout commence par la sécurité. Même ici où vous êtes, s'il n'y a pas la sécurité, vous allez fermer dans 2 jours. S'il n'y a pas du courant, vous ne saurez pas fonctionner. Et l'insécurité économique, c'est aussi l'absence du courant. Je suis en train d'entendre les cris des générateurs. Mais combien de carburant avez-vous perdu dans ça? Parce qu'il n'y a pas de courant. Et un investisseur qui connaît très bien les affaires, il s'est dit, bon, tout ça, c'est des pertes. C'est comme ça qu'il y a un problème, madame. Donc, il faut faire en sorte que nous puissions développer les systèmes de défense et de sécurité pour nous rassurer, développer notre pays. Et donc, à la place du président Tshisekedi, je n'irai pas chercher les investisseurs. Qu'est-ce que je ferai? 1. Je renforce le système de défense et de sécurité de mon pays. 2. Je travaille sur l'électrification de mon pays. 3. Je travaille sur les infrastructures routières. 4. Je travaille sur l'éducation nationale. Eh bien, lorsque j'ai fini à faire ça, j'ai sécurisé les minéraux. Les bandits ne passeront pas pour venir les exploiter illicitement, parce que je les ai sécurisés. Ceux qui en ont besoin viendront négocier d'égal à égal. Parce qu'en matière sécuritaire et de coopération bi- et multilatérale, il s'agit là des rapports de force. Vous êtes faible, je ne vous demande pas ce micro, je l'arrache et je pars. Ça, je ne vais pas inventer, parce que la roue a déjà été inventée comme telle. Et donc, c'est pour dire qu'en matière des États, il n'y a pas d'amitié. Seuls les rapports de force comptent. Vous êtes faible, on vous arrache tout ce que vous avez. Même la Bible le dit. Malheureusement. Monsieur Christophe, 6 mois, mais le président de la République se bat bec et ongle. On voit, il a restauré l'éducation avec la gratuité de l'enseignement. Il y a des usines qui sont construites. C'était la dernière question, je pense. Qui sont également construites et réhabilitées. Tout ça, vous ne voyez pas? Madame, j'aurais voulu que
si je savais que vous allez préparer cette question, j'allais vous demander, parce que je suis convaincu qu'avec la hauteur que prend déjà votre échelle, vous devez avoir ici des éléments Soyez conscient où le président est en train d'inaugurer les travaux déjà effectués dans ce pays. Des ouvrages déjà effectués. Soyez beaucoup plus concis. Des productions de quoi potable à Lembaïmbou. Nous courons derrière le temps. Laissez M. Augustin répondre à sa question de manière concise, s'il vous plaît. Vous êtes convaincu que tous ces projets sont accomplis. Chers téléspectateurs, répondez à la question de manière comprendre concise. que madame n'a réussi qu'à citer que l'usine d'eau... La gratuité de l'enseignement. Ah, madame, vous êtes parent. Là, ça fait très mal quand vous parlez de ces projets-là. Ça me fait très mal, moi, parce que je suis un pédagogue. Ça n'est fini pour les questions de Ruth Dinonzei. Comme ça, je n'espère pas que ce serait un rédit. Alain Goma a des questions à vous poser concernant votre formation politique. Alain Goma. Monsieur le secrétaire général, je vous reviens. C'est vrai que nous avons déjà eu à évoquer certaines questions sur le MDVC. Mais à l'heure actuelle, vous êtes de l'opposition, les opposants fustigent le processus électoral depuis la publication du calendrier jusqu'à ce jour. Pensez-vous que ces processus, comme vous le dites, biaisés, pourront faire de vous des élus ou pourront sortir des députés et présidents venant de l'opposition? Parce que vous fustigez déjà le départ du processus. Oui, ce qui est vrai, votre crainte est la nôtre aussi, parce qu'en réalité, le processus est biaisé depuis le début. Mais ce n'est pas sa crainte, hein, c'est la vôtre, il faut bien préciser. Non, c'est un électeur. Non, c'est sa question en tant que journaliste. Non, c'est un électeur, parce que les journalistes aussi, ils ne sont pas... Ici, il a la qualité d'un journaliste. Répondez à sa question de manière à comprendre que c'est la question d'un journaliste. Il n'est pas un électeur. Bon, c'est sous j'apprends qu'il n'est pas électeur. Alors, c'est un militaire? Lecteur. S'il vous plaît, répondre aux questions, ce serait mieux. Merci. Et donc, par rapport à cette question, il est vrai que le procès est biaisé. Nous l'avons décrété depuis le début, depuis le vote de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Nous avons constaté que cela a été fait, n'est-ce pas, de manière à pouvoir exclure l'opposition dans la composition de la CENI, et c'est très dangereux. Nous avons attiré l'attention du président de la République sur ces forfaitures. Malheureusement, il a fait sourde oreille. Nous avons dit, nous avons même informé la Cour constitutionnelle à l'époque de Diboué, c'est pas ma Kalouba. Nous l'avons saisi, nous MDVC, nous lui avons dit, faites attention, la loi portant statut de, comment dirais-je, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, c'est une loi qui viole la Constitution. Et étant donné qu'il s'agit là d'un organe habilité, n'est-ce pas, à analyser l'inconstitutionnalité et la constitutionnalité, nous avons dit, faites attention. Pourquoi? Parce que en son article 10, cette loi a supposé, plutôt a déterminé que la CENI est dirigée par les membres issus de la majorité et de l'opposition. Ça, c'est une très bonne chose. Mais malheureusement, comment ça s'est passé? Parce qu'à l'époque de Corneille Nangaa, vous aviez au bureau un certain Kalamba qui a été désigné par l'UDPS en bonne et due forme. C'est-à-dire, vous avez la correspondance où l'UDPS dit « Voici mon représentant au bureau ». Mais aujourd'hui, si vous analysez avec des lunettes politico, n'est-ce pas, politico-patriotiques, vous allez réaliser que la CENI aujourd'hui a des opposants, mais ces opposants n'ont jamais été désignés par les formations politiques. Est-ce qu'il fallait que ce soit M. Augustin Bissu, moi, qui soit là-bas, pour que vous puissiez croire qu'il y a la représentativité au sein du bureau de la CENI, ou c'est ce que l'opposition est en train de faire, parce que le régime vous accuse de fuite en avant aussi, parce que vous savez que vous n'avez plus la confiance du peuple. Je croyais que j'ai parlé français. Je n'ai pas dit qu'il fallait que ce soit moi. Je disais qu'on a violé la loi. Non, quand je dis qu'il fallait que ça soit vous, donc il fallait que ça soit choisi dans votre camp ou dans le camp de ceux qui disent qu'aujourd'hui, la CENI n'est pas, il n'y a pas l'inclusivité au bureau de la CENI. Il n'y a pas que le MDVC, il y a aussi les CID, il y a Ensemble qui revendiquent. Comme nous vous avons, vous, sur le plateau, c'est pourquoi je prie votre exemple. Très bien. Au niveau de l'UNPC,
il peut arriver que l'on dise que les bureaux, je ne sais pas comment c'est configuré, les bureaux de l'INPC, il peut arriver qu'on dise il faut qu'il y ait les délégués de FMTV. OK? Mais du coup, le président de l'INPC lui-même se permet de désigner qui il veut, mais le patron n'a désigné personne. Vous pensez que ça c'est régulier? C'est comme ça que j'ai dit. Nous sommes d'accord qu'il fallait qu'il y ait les opposants dedans, parce que en fait, les gens n'ont pas compris pourquoi il y a la CENI aujourd'hui. C'est comme ça que les gens qui lisent, n'est-ce pas, les textes, sans chercher à comprendre les contextes, ils nous mettent souvent dans des erreurs. Vous savez, quand vous lisez la loi, il ne faut pas seulement voir la loi, mais il faut chercher aussi l'esprit de la loi. Nous avons la CENI aujourd'hui qu'on appelle institution d'appui à la démocratie, parce que depuis Sun City, on a constaté qu'on ne pouvait pas laisser à l'État congolais ou au gouvernement d'organiser les élections parce que les gens ne se font pas confiance. À ce titre, il faut une institution d'appui à la démocratie pour que les parties prenantes se contrôlent mutuellement. C'est ça l'esprit des législateurs. Mais maintenant, dès lors que, au niveau de la majorité présidentielle a eu à désigner ses animateurs en bonne et due forme, là nous sommes d'accord. Mais au niveau de l'opposition, c'est la même majorité qui désigne les représentants de l'opposition à travers Mbosso, qui est un des présidiums de l'Union sacrée. Monsieur Guistin, nous courons derrière le temps, s'il vous plaît. Je pense que pour le même sujet, s'il vous plaît, Alain Ngoma, s'il vous plaît, il n'y a plus le temps. Pour le même sujet, nous allons prendre à présent le propos de Martin Fayoulou et après on va revenir juste après avec les questions de Ruth Linonzei. Tout est parti des revendications soulevées par les 4 opposants auprès du président de la CENI lors des concertations sur le fichier électoral. Martin Fayoulou, président de l'ESID et responsable de la plateforme politique Lamouka, pense que le rejet de leurs revendications est un échec au processus électoral. En réponse à nos préoccupations présentées à M. Denis Kadima le 30 juin dernier, est une provocation de trop. En effet, contrairement aux affirmations de la CENI, l'audit externe du fichier électoral a un fondement en droit positif congolais. On sait que les audits externes précédents ont été réalisés sur base des décisions du bureau de la CENI, qui sont des actes réglementaires, source du droit, lesquels audits constituent par ailleurs à la fois une coutume et une jurisprudence administrative. Le président de l'ESID ne jure que sur l'audit externe du fichier électoral par les experts internationaux crédibles. L'audit externe du fichier électoral est nécessaire pour s'assurer de l'authenticité des données envoyées au Centre national de traitement uniquement par les différents bureaux d'enrôlement cartographiés par la CENI, et ainsi mettre en confiance toutes les parties prenantes. La CENI ne veut pas se soumettre à l'audit externe de son fichier parce qu'elle sait pertinemment bien qu'il contient des fictifs. De ce fait, nous réaffirmons notre position. En l'absence d'un fichier fiable, audité par un organisme indépendant réputé, en présence de délégués de parties prenantes, nous ne déposerons pas nos dossiers de candidature. Quid de l'inclusivité? Ruth Linonzei, vous avez quelques questions à poser à M. Guistin Bissimois. Justement, Elvis Meti, monsieur le secrétaire général du MDVC, la Commission électorale nationale indépendante a rejeté en bloc les revendications des opposants faisant allusion à la reprise d'un audit externe du fichier électoral. Pensez-vous que c'est mal parti en termes d'inclusivité pour ce processus? Bien, tout à fait, c'est très mal parti. Pourquoi? Parce que dès lors que la CENI refuse, parce que si elle aurait vraiment besoin de l'inclusivité, elle allait prendre en compte. Suivez les médias, à tout moment que vous suivez les gens qui soutiennent ce processus, ils sont de l'Union sacrée. Et donc, pour moi, je considère que le refus de Kadima à répondre à cette demande, il s'agit bien d'une provocation.
Et donc, il y a des gens qui ne sont pas en train de comprendre la dimension des problèmes qui sont en train de créer à ce pays. Il y en a qui ne font pas attention. C'est comme ça que un homme politique et un homme d'État sont différents. Et tant qu'on n'a pas des hommes d'État dans ce pays, on ne saura pas gérer ces pays. Parce qu'un homme d'État, lui, transcende, n'est-ce pas, ce qu'on appelle des petites considérations des individus. Alors, pourquoi la CENI refuserait-elle que les fichiers ne soient pas audités par une organisation, n'est-ce pas, crédible? Mais plutôt, elle a préféré les faire par des particuliers. Maintenant, on veut tromper qui? On veut tromper qui? Donc, c'est comme ça que nous disons, parce que depuis le début, c'est seulement maintenant, on a connu les... Kadima ne doit pas nous faire croire que c'est la première fois que ce pays organise les élections. Parce que depuis les nuits des temps, on a toujours audité les fichiers par un organisme ou une organisation internationale crédible et indépendante. Mais aujourd'hui, il le fait auditer par 3 personnalités. Une de l'Europe, l'autre de l'Afrique du Sud, et c'est des personnes choisies seulement sur des bases que lui-même connaît. Mais il veut tromper qui? Donc nous pensons qu'il est très mal parti, mais qu'à cela ne tienne, nous, au niveau du MDVC, nous avons noté que les gens s'entêtent. Mais lorsque nous faisons une analyse, nous nous rendons compte que malgré qu'ils s'entêtent, ils sont en train d'ignorer que le peuple les a vomis. Ça signifie pour nous, nous n'avons pas pris l'option de Martin qui pense qu'il ne faut pas déposer les listes. Nous avons pris l'option courageuse de déposer les listes et nous allons les déposer à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que parmi nous, au niveau du MDVC, il y a tout de même des enseignants. Le cas de notre président qui lui-même est enseignant, professeur d'université, qui connaît que si l'élève est très faible, quoi que son oncle fasse, qui est son enseignant, il ne saura pas les délibérer. Et nous connaissons déjà que l'adversaire est tellement faible que quoi que Kadima fasse, même si on mettait la mère du président au niveau de la CENI, elle aussi ne saura pas les délibérer parce qu'il est tellement faible sur le plan de la gouvernance. C'est comme ça que nous nous disons. Nous avons une jurisprudence dans ce pays. Kabila avait la CENI. Kabila avait l'armée, la police et la Cour constitutionnelle et la CENI. Pour autant, Chadari n'est pas président de la République. Parce que lorsque le peuple décide autrement, c'est différent. Et donc, qu'est-ce que le peuple a raté en 2018? Le peuple a raté de faire valider son candidat. Pourquoi? Parce que on n'avait pas à l'époque compris comment il faut travailler l'opinion populaire en amont et en aval. Mais cette fois-ci, nous avons pris des mesures et nous sommes en train d'y travailler. Ces mesures, c'est quoi? 1. On va développer une observation électorale jamais existante dans ce pays. 2. Nous allons mobiliser la population. Je regrette que certains opposants soient en train de perdre le temps en revendiquant. Monsieur Augustin, vous ne voulez pas qu'on en dise. On me signale déjà que nous avons consommé suffisamment de temps. Peut-être une dernière question, monsieur Augustin. Nous allons prendre cette dernière question, s'il te plaît, Elvis. Vous avez été témoin que la CENI a appelé toutes les parties prenantes à venir observer les résultats de ce fichier électoral audité. Et bien avant, il y a eu un appel qui a été lancé pour recruter les experts. L'opposition était présente sans réaction. Pourquoi attendre les résultats pour réfuter? Autant vous avez été témoin qu'il a refusé l'audit que nous cherchions. Je vais demander à M. Augustin d'être beaucoup plus concis, s'il vous plaît. Autant vous étiez témoin qu'il a refusé d'auditer les fichiers selon que l'opposition les voulait, autant nous étions aussi témoins. Pourquoi toutes ces caprices? Est-ce que c'est à l'opposition que revient ce droit de proposer un fichier électoral à la commission électorale indépendante de surcroît? Non, madame. Vous savez, il ne faut pas qu'on oublie ce qu'on appelle règle de jeu. Les parties prenantes, ce sont elles qui définissent la règle du jeu. Ce n'est pas la CENI, c'est les parties prenantes. Et la règle du jeu, c'est quoi? C'est que le fichier doit être audité. Pourquoi il nous avait invités? C'est parce qu'en réalité, il veut nous rassurer. Mais malheureusement, sa manière de nous rassurer n'est pas celle que nous, on voulait en tant que partie prenante. Parce qu'en 2006, on avait audité les fichiers par une organisation internationale crédible. En 2011, même chose. En 2018, pourquoi lui ne veut pas? Il y a eu toujours des contestations. Bien évidemment, mais ailleurs. Mais pourquoi lui ne veut pas? C'est ça le débat aussi. Parce que s'il en voulait, s'il n'avait pas de choses cachées,
Il aurait dû dire je ne cache rien. Alain Goma, j'y arrive. s'il vous plaît, monsieur Augustin, Alain Goma aussi avait une petite question à poser. Non, par rapport au climat des affaires, surtout le climat économique. Puis on va chuter avec cette question. Monsieur Augustin, nous vous suivons. C'est vrai qu'on a toujours l'impression quand un opposant est devant le média, c'est comme tout politique, il veut aussi se vendre. Mais à l'heure actuelle, les défis sont énormes, les défis sont majeurs. C'est vrai qu'on va, on dira que la faute, c'est à ceux qui nous dirigent, mais ils n'ont que 4 ans aujourd'hui. La RDC vient d'un force de très loin. À ce jour, il y a des efforts qui sont fournis. Mais peut-être que du côté de l'opposition, vous ne voulez pas aussi admettre. C'est vrai que tout n'est pas rose, mais il y a aussi des efforts qui sont en train d'être fournis. Soyez concis, s'il vous plaît, Alain Goma. Monsieur Augustin laissera aussi. Alors, ma petite question est celle de savoir tout ce que nous sommes en train de vivre sur le plan économique. C'est vrai que la vie est devenue chère. Les taux de dollars sur le marché de change grimpent. Qu'est-ce que nous pouvons faire? S'il faudrait que vous puissiez prodiguer un conseil aux dirigeants, qu'est-ce que nous pouvons faire pour commencer d'abord par stabiliser ces taux de change et que l'économie de la République démocratique du Congo redevienne normale? 15 secondes pour M. Augustin. Non, mais vous savez, cette question est très importante. Vous savez, quel conseil on peut donner aux dirigeants comme vous, par exemple, lorsque vous pensez que tout va bien? Parce que vous pensez qu'il y a... En tout cas, ça va, ils n'ont que 4 ans. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faut réviser la Constitution? Est-ce que vous oubliez que le mandat est de 5 ans? Mais celui qui a sollicité le mandat de 5 ans, est-ce qu'il ne savait pas qu'il y avait des problèmes très sérieux? Est-ce qu'il ne savait pas que dans 5 ans, il allait changer les choses? Je vais à la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Rapidement. Première des choses, il faut sécuriser nos devises. Les devises ne sont pas sécurisées dans le pays. Tenez, nous avons ici des correspondances énormes parce que le MDVC n'est pas une opposition qui crie seulement, nous faisons des propositions. Cette correspondance, vous la lirez, où nous avons demandé que 10 millions de dollars pour électrifier la cité de Muanda, qui sont entre les mains des ministres depuis 2021, soient débloqués. Ils sont où? Quelque part. Ce n'est pas dans la circulation. Nous avons dit, on avait débloqué 6 millions de dollars pour acheter les poissons en Namibie pour nourrir la population quinoise. Cet argent est où? 6 millions dans les poches des individus. Nous avons ici été au tribunal, nous MDVC pour les dossiers RAM, qui a pu mobiliser plus de 700 millions de dollars. Vous ne savez pas cet argent est où? C'est quelque part et par ricochet dans des banques étrangères. Merci beaucoup. C'est comme ça que les devises ne sont pas sécurisées. Ça fait que les dollars galopent. Deuxième élément, nous devons Monsieur Augustin, ça on a vu les gens acheter le maïs sans amis parce que nous ne produisons pas. Si on produit, on peut bien avoir les devises, c'est ça le problème. Et l'État congolais, le gouvernement congolais qu'on a aujourd'hui, n'a pas compris qu'il faut produire. Ça en est fini pour aujourd'hui, madame, messieurs, vous nous avez suivis, nous vous disons merci. Restez avec nous, les infos sont en continu sur la FM Télévision. Tout juste après, c'est Lionel Ngolo qui va vous présenter les journaux. Quels sont, en un mot, quelle est votre impression? Non, d'abord, je vous félicite pour l'organisation, les cadres. Je vois sincèrement un média qui est très ambitieux. Et si vous continuez comme ça, franchement, je pense que votre média va confirmer sa place parmi les grands médias de la RDC. Et nous félicitons également les patrons pour les efforts fournis et également les journalistes en face de nous qui sont vraiment de la qualité. Et ça, nous saluons sincèrement. Il revient maintenant aux téléspectateurs de pouvoir, n'est-ce pas, apprécier ce que nous avons fait. Merci beaucoup. Ça n'est fini, comme je l'avais dit. Cette émission est complètement terminée. La suite au prochain numéro. Merci.